Et bonjour. Il y en a qui l'attendaient. Il est là. Le point lecture spécial The Black November 2020. Il y a du bon. Alors, comment vous résumé ça? Il y a du très très bon, enfin du bon. Il y a un mini coup de cœur. Il y a du bof. Et il y a du wow. Et il y a un ah. Vous avez vu? Non, mais je trouve que je résume bien. Je ne sais pas si c'est vraiment bien, mais hein, moi je trouve que je résume bien. Voilà, maintenant que je les vois, je me dis que finalement, c'est pas si bien résumé que ça, mais voilà. Donc nous sommes à la fin de The Black November 2020. Voilà. La première chose que je dirais, c'est vivement novembre prochain. Hein. Déjà, peut-être qu'en 2021, en novembre 2021, ça sera beaucoup mieux. Hein, on va dire sûrement. Enfin, j'espère. D'après ce que j'ai pu voir ça et là, et d'après ce que j'ai lu, je dois avouer que j'ai hâte d'être au Black November de l'année prochaine parce que je me suis noté quelques petites choses. Alors, peut-être que je les lirai avant, sûrement. Mais voilà, il y a des choses qui reviennent cycliquement pour moi au mois de novembre parce que, comme vous allez le voir, je n'ai lu que ça. C'est-à-dire que vous avez quand même l'habitude si vous venez régulièrement ici, et je vous en remercie. Et puis les petits nouveaux, bienvenue. Si vous venez ici, vous allez voir 6 livres, c'est pas forcément le bilan le plus gros que je fais dans un mois. Mais The Black November, c'est véritablement le seul mois que je réserve de l'année où je ne lis que des policiers et des thrillers. Je n'ai mis aucun autre livre, j'en avais d'autres, hein, que j'aurais pu commencer. D'ailleurs, il y en avait un qui me faisait lis-moi, lis-moi, lis-moi. Et je lui dis non, non, tu n'es pas un thriller. Non, tu rentres pas dans The Black November. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'étais contente à la fois de le commencer et de le finir parce que je sais ce qui m'attend en décembre, sachant que j'ai craqué, j'en ai acheté un autre et que il y en a un qui est perdu dans les méandres de la poste. Voilà, voilà. Donc, on ne sait pas où il est. Enfin, ils l'ont localisé, mais il n'était pas où il était localisé. La poste. Donc, on commence tout de suite. Donc, on commence par ordre de lecture. Hein. Je ne vais pas faire du très bon, enfin du bof au très bon. Je fais par ordre de lecture parce que c'est par thème. Alors, première semaine, le thème, c'était un auteur que nous n'avons jamais lu. C'est pas compliqué chez moi en thriller. Hein. Mais il y en avait un, on va dire, que je voulais lire absolument depuis un certain moment. J'essaye de ne pas faire tomber la pile, hein, parce que je suis une habituée de faire tomber les piles. Je voulais le lire depuis un moment parce que je vous en ai déjà parlé ici, dans les Itemlies, etc. Je suis une fan de la série... Oui, Babylone Berlin, je sais, je n'arrête pas de le répéter. Et il y a même une BD là derrière moi. Et je savais que c'était issu d'un auteur allemand qui s'appelle Volker Kutscher, et je ne trouvais pas ses bouquins. Et le hasard a voulu que j'ai trouvé d'occasion celui-ci. Voilà, donc je vous le montre. La mort muette, donc de Volker Kutscher, c'est chez Seuil. Et en fait, je voulais trouver le premier qui s'appelle Le Poisson mouillé. C'est le livre que j'ai récupéré en occasion, qui est à la poste, hein, celui qui ne trouve pas. Et donc, comme j'avais acheté les deux, je me suis dit, oh, tiens, je lirai le 1 et le 2. Non, j'ai lu le 2. Voilà, non, c'est toujours très pratique chez moi. Et j'ai le 3. Donc en fait, je vais lire le 1 et le 2 et le 3 et je n'avais pas lu le premier. Enfin, si un jour vous trouvez le Poisson mouillé de Volker Kutscher, vous me le dites. Et à la rigueur, je pense que j'y vais en pédalo ou en vélo ou alors je prendrai le train pour aller le chercher parce que, bon, voilà, à moins de 800 mètres, ils ne sont pas capables de trouver un truc. Bref. Voilà. Alors, c'est le premier livre que j'ai lu pour le Black November. Alors, nous sommes dans le Berlin des années, fin des années 20, début des années 30, avec le célèbre commissaire Gerhard, qui a un passé lourd, aussi lourd que le bouquin.
puisque c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il a ses démons, ses suées nocturnes. Il a un frère qui est mort, un frère qui est en exil, un père omniprésent, omnipotent, etc. Une mère assez effacée. C'est un flic, enfin c'est un commissaire formidable, bien sûr, mais il n'est pas il ne fait pas l'unanimité parmi la police, ni parmi ses chefs. De toute façon, il a une tendance naturelle à défier l'autorité des chefs, bien sûr. Et là, on se retrouve dans une enquête qui est centrée sur les actrices allemandes du cinéma muet qui se font zigouiller, dont une qui se fait carrément tuer sur le plateau. Et il est chargé de cette enquête-là par le commissaire. Alors, il y a les méandres, je ne vais pas vous raconter parce que sinon, ça serait dommage. Il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent, etc., que ce soit une intrigue policière, une intrigue politique. Il y a aussi à l'intérieur un fil rouge entre lui et Charlotte Richter, qui, dans la série Babylone Berlin, est juste une collègue de travail qui l'apprécie beaucoup, alors que là c'est un peu la fille, un peu son amoureuse, style, c'est quand même, alors il se définit lui-même comme un con romantique, c'est-à-dire que Charlotte Ritter est son boulet qu'il a à la patte, c'est-à-dire qu'il est fou amoureux d'elle, mais il est complètement con. D'ailleurs, il le dit. Et la première fois où il avait l'opportunité de se mettre avec, il a un peu foiré le truc, donc il essaye de ramer dans tous les sens pour la récupérer. Et parallèlement, il y a pas mal de soubresauts dans la classe politique allemande, puisque nous sommes à la fin des années 20, qui a la crise politique de 29, qui a la montée des extrémismes. Et d'ailleurs, il y a cette montée en puissance de la SA, puisqu'il parle à plusieurs moments du meurtre de Wenzel, de la mort de Wenzel, qui a été un peu l'icône des SA et après de la SS. Et alors, ce que j'avais adoré dans Babylone Berlin, c'est reproduit là. C'est-à-dire que ça aurait pu être complètement l'opposé, c'est-à-dire lire le livre de Kutcher qui était à la base, sachant que c'est vraiment librement adapté Babylone Berlin maintenant que j'ai lu ça. Mais il y a ce côté flic. Comment je vais vous expliquer ça? Alors, ceux qui me suivent et qui savent que j'ai un gros faible pour Diane Richard, l'inspecteur créé par Tony Cavano, voilà. Je suis retombée dans mes problématiques flics. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'archétype du personnage de roman qui me plaît énormément. Alors, l'ambiance, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est en histoire, c'est dans ta période, c'est à Berlin, machin, évidemment que tu aimes. Oui, bien sûr que le contexte historique et politique et économique et machin. Mais l'enquête est hyper bien foutue. Il y a des petits trucs comme ça qui arrivent. Vous savez pas où il a posé le fil, l'auteur, et donc du coup vous dites ouais il a pris ce chemin-là et puis paf, non c'est pas celui-là. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas vu passer, il fait 640 pages, donc je n'ai pas vu passer ma lecture, je crois que je l'ai bouffé en 2 jours, ce qui est quand même pour moi, sachant que, alors je rappelle, je ne passe pas ma journée à lire, ce que j'adorerais, mais outre le fait que je travaille à plein temps, donc je ne lis pas pendant mes heures de travail, je ne suis pas payée pour ça, et que à l'extérieur, comme vous le savez, j'ai quand même beaucoup d'activités entre la radio, les podcasts, les machins, les trucs, etc. Et je fais d'autres choses aussi. Donc, en 2 jours, taper ce truc-là, je peux vous assurer que oui, c'est un de mes records absolus parce que je n'ai pas décroché ce truc-là, je crois, pendant toute une soirée. C'est-à-dire, j'ai mangé avec le livre à côté, je lisais, je mangeais, je lisais, je mangeais. Chose que je ne fais rarement parce que s'il y a un truc qui tombe dans le bouquin, je hurle. Voilà. Donc, Volker Kutcher et La mort muette, c'est exactement ce que j'espérais qu'il ait écrit sur le commissaire Gerhard. Voilà. Donc l'enquête est géniale, l'écriture est formidable. Alors je le signale qu'après celui-ci, il y a Goldstein que j'ai. Et qu'il y en a 5 autres des aventures de Gerhard qui ne sont pas traduits en français. Je ne peux même pas me proposer puisque l'allemand et moi, ça fait 47. Voilà, donc si parmi vous, il y a quelqu'un qui maîtrise suffisamment l'allemand pour aller toquer à la porte des éditeurs de Kutcher en France en lui disant « Moi, je veux bien traduire parce que Lisa, elle veut lire. » Voilà, je prends.
Je vous le dis tout de suite. Non, parce que c'est pas la peine, je ne pourrais même pas l'acheter. En anglais, je peux le faire. En espagnol, je peux le faire. En allemand, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, déjà, rien que prononcer certains mots à l'intérieur, j'ai eu du mal. Donc, vous imaginez bien que traduire, c'est même pas la peine. Voilà. Donc, première lecture. Très bonne lecture. Vraiment, je trouve que c'est... il a un univers, Gerhard, il est attachant et malgré tous les défauts qu'il peut avoir et malgré le fait... Ah oui, il aime le cognac. Vous vous étonnerez après que le garçon me plaise. Voilà. Donc oui, il y a des addictions comme ça et on a une addiction en commun. Voilà, chacun ce qu'on peut. Je le mets là et vous êtes au courant que ça va bouger. Oui, j'ai encore mes allergies, c'est l'enfer. Ah non, mais de toute façon, laisse tomber. Deuxième lecture, toujours de la première semaine, donc d'un auteur qu'on n'a jamais lu, Mo Eder, donc Proie. Alors, et c'est le seul qui colle avec la consigne ne lire des romans avec un seul mot, parce que la fille qui a complètement bousillé la consigne du dessus. Voilà. Je ne connaissais pas cet auteur, mais j'en avais entendu beaucoup parler sur beaucoup de chaînes. Il y avait beaucoup de gens qui n'arrêtaient pas de me vanter cet auteur, etc. Et je dois dire que dès le début, j'étais happée, mais vraiment happée par l'histoire et par l'écriture. Pareil, bref, pareil, le commissaire qui apparaît dès le début et la sergente Flea Marley, c'est exactement le genre de truc que j'aime. Alors, je vais vous dire que le commissaire en question est dans la lignée des Darian Richard et des Ron Hart. Vous n'allez pas vous étonner des masses. Voilà, donc je pense que j'ai un gros souci avec ce genre de choses. C'est peut-être pour ça que je ne lis pas trop de policiers et de thrillers, parce que je m'attache très vite à certains personnages. Alors là, on est dans l'enlèvement de petites filles. Alors, c'est glauque. Il y a des moments où c'est assez glauque. Mais les deux personnages centraux, enfin, en tous les cas, le commissaire et la sergente, sont des personnages cabossés par la vie, qui ont visiblement un passé. Alors évidemment, comme moi j'ai pris en cours de série, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, donc je ne peux juger que celui-là. Je me doute qu'il y a eu un passé derrière, parce qu'en filigrane, il y a quand même des flashbacks où un des deux se rappelle de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Je suppose que l'auteur, vu l'attirance flagrante qu'il y a entre les deux, a forcément dû développer ça dans les livres qui ont suivi, je me doute. De toute façon, je le verrai bien parce que je vais en lire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est tout ce qui est l'enquête. C'est-à-dire, c'est bien ficelé, c'est bien mené. Tout ce qui est psychologie des personnes, tout ce qui est doute, mes doutes, alors doutes personnels ou doutes sur l'enquête, tout ce qui est rapports familiaux, tout ce qui est circonstances, tout ce qui est décrit, même le tueur, même lui, dans son cheminement, il y a quand même quelque chose qui font que vous ne lâchez pas le roman, que vous avez vraiment envie de continuer à savoir ce qui va se passer, à avoir l'envie de vous dire, bon, alors moi, je veux savoir ce qui passe parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Voilà, il y a malgré tout ce qu'il y a, le fait que il y a des petits arrangements entre amis et entre ennemis aussi, qu'il y a des doutes même entre partenaires. Voilà, il y a des choses comme ça qui rebondissent. Il y a des petits moments où vous vous dites, on va vers là. Quand il présente les familles, enfin l'auteur présente les familles, on se dit, l'auteur va vers là, elle va vers là, etc. Non, 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 pas du tout. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé que l'intrigue était vachement bien. Les personnages sont bien mis en avant. Moi, je me suis vraiment, comment dire, régalée à lire ça, que ça soit Caffrey ou le sergent Marley. Déjà, moi, Flea Marley, comme nom de personnage, j'ai hurlé de rire. Enfin, hurlé de rire dans le sens où ça m'a tellement plu que je me suis dit, non, elle peut pas être normale, machin, elle va te barrer. Voilà. Et ça m'a fait un peu penser, alors, il y en a qui vont hurler derrière le truc, mais bon, ça m'a fait un peu penser au sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai lu Harlitch l'année dernière, donc je sais, je découvre.
où tout de suite, je suis rentrée dedans, où j'ai persisté à lire et à tourner les pages parce que j'avais vraiment envie de lire. La différence avec Arledge, c'est que à la fin, je me suis pas dit, ah merde, tout ça pour ça. Ce que je fais assez souvent, les 2 dernières fois que j'ai lu Arledge, j'en ai lu que 2, mais à chaque fois, je me dis à la fin, merde, c'est trop vite, il y a quelque chose qui manque. Là, ça manque pas. Voilà. Donc, honnêtement, Moeder Proie, c'est le premier et ça sera sûrement pas le dernier. Donc, j'ai beaucoup aimé celui-là. Je ne sais pas ce que vous avez lu de Moeder. On m'en a proposé un autre. Ma cousinette m'a dit qu'elle en avait un autre. Donc, bah, je vais le récupérer dès qu'on pourra se voir. Et bah, ça sera dans mes lectures de 2021. Deuxième semaine, le thème, c'était un livre dont la couverture évoque une forêt, où on voit une forêt. J'avais vu passer ce bouquin-là depuis un moment. Et je dois avouer que j'ai complètement craqué sur ce livre-là. C'est pas un coup de cœur parce qu'il atterrira pas là-dedans, mais il était à ça. Hein. Donc c'est un petit gros coup de cœur. Ça s'appelle Hiver rouge d'Anne Smith. Alors, on est en Russie, 1920, en plein milieu de cette espèce de guerre civile qui a eu juste après la révolution d'octobre, donc de 17, je rappelle. Et nous sommes en présence en fait de Kolia, enfin de Nikolai, qui revient à son village avec son frère parce qu'ils ont déserté l'armée rouge. Tout simplement parce que Kolia ne sait plus pour qui et pourquoi il se bat. En gros, et il a vu tellement d'exactions, de massacres, etc., que bah, trop c'est trop. Donc il rentre. En plus, sa femme et ses fils lui manquent. Donc il décide de rentrer. Et quand il arrive à quelques encablures de son village, son frère meurt. Donc il arrive dans ce village en espérant retrouver sa famille, etc., malgré le fait qu'il ait perdu son frère. Et il va arriver dans un village désert, plus personne. Et il va être surpris par une survivante qui s'est cachée dans le sous-sol, enfin sous son plancher, d'une vieille femme qu'il connaît, qui est la seule survivante du village et qui lui explique en fait que Kochei, donc alors Kochei c'est le nom du méchant entre guillemets, mais c'est aussi le nom d'un méchant d'un conte populaire russe très connu qui est un peu l'ange de la mort si vous voulez. Et oui, on rencontre ça aux enfants quand on veut leur faire peur, c'est super. Enfin non, c'est comme ça. Et elle va lui montrer le lendemain dans la clairière le massacre des hommes qui ont été atrocement mutilés. Et Kolia va n'avoir de cesse que de partir à la recherche de sa femme et de ses enfants, puisqu'il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne les a pas trouvés. Donc il va partir avec son cheval, avec qui il a une relation, on va dire, amicale, voire de frère d'armes, on pourrait dire. Donc après avoir enterré son frère et cette femme qui meurt, c'est pas rencontré, c'est pas spolié, c'est dans les premières pages, il part sur les traces de ce Kochei pour retrouver sa famille. Le seul truc, c'est que bah, lui, c'est un déserteur et que donc il est traqué par son ex-troupe, puisque c'était un. Enfin, on va apprendre il était à la tête d'une petite troupe d'élite, et par la Tchéka, hein, nos amis de la police secrète. Hein. Voilà, voilà. Donc il va au fil de cette fresque, on va dire, rencontrer d'autres personnes, alors des ennemis, des potentiels alliés. Il va se mettre en rapport avec deux personnes, deux femmes qui sont elles aussi à la recherche de Kochei. Il va rencontrer Lev et sa fille, Anna, une petite fille, et il va entraîner comme ça, soit être entraîné à la suite, soit entraîner à sa suite tous ces gens-là, toujours dans cette quête d'absolu de trouver sa femme et ses enfants, et aussi de se venger. Alors, il faut dire aussi que Kolia n'est pas blanc. Alors, à l'époque, je me dis ça,
dans cette Russie-là, c'était une guerre civile. C'est-à-dire qu'après la révolution d'octobre, les Rouges avaient, entre guillemets, viré Nicolas II du pouvoir, mais ils avaient pris le pouvoir, bien sûr, mais il y avait toute une faction de la population russe qui était encore affiliée à l'empereur, qui était encore pour la Russie impériale et qui se battait donc sous l'armée blanche. Et en plus, il y avait d'autres factions, c'est-à-dire qu'il y avait des factions tchèques qui étaient là, il y avait des factions qu'on nommait les Verts, etc. Bref, il y avait pas mal de factions comme ça qui se battaient. C'était vraiment une période d'histoire de la Russie où c'était vraiment sanglant. C'était une grêle fraternelle où il y a eu des massacres abominables, des exactions, ne pas savoir quoi imaginer. Hein. Voilà. Et c'est formidablement bien décrit dans ce roman parce que, au-delà de l'immensité, alors des descriptions, comment expliquer ça? Les descriptions entre vous savez, enfin, quand on parle du parfum, moi j'adore ce livre-là. Je l'avais dit dans le top 25 des livres étrangers qui sont pour moi des classiques. Quand vous sentez quelque chose à travers un livre, à part l'odeur du papier, l'auteur arrive à vous faire sentir les odeurs de ces immensités russes, de ces immenses territoires au milieu de la neige avec le bruit du vent. Alors, si vous êtes un jour allé en Russie, ce bruit de vent dans les bois, dans ces immensités de forêt, le craquement d'une branche ou le craquement ne serait-ce que de vos pas sur la glace, sur le gel, etc. Il arrive à décrire ça d'une formidablement bien, sachant que tout n'est pas blanc dans cette histoire. A fortiori, Colia n'est pas blanc. Pas parce qu'il fait partie de l'Armée rouge. Hein. C'est un personnage qui est à la fois attachant et à la fois très mystérieux et très ambigu. Et c'est la force aussi de ça, c'est que vous vous attachez, vous chevauchez à côté de lui, sachant pertinemment que c'est peut-être pas le mec à qui vous donneriez votre petite sœur à garder. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il a des très bons côtés, mais il y a quand même toujours quelque chose de sous-jacent, à part que c'est un personnage hyper bien fait, hyper bien construit. Il a des moments comme tous les êtres humains, on va dire, de bonté absolue et de méchanceté absolue, parce que personne n'est ni blanc ni noir. Il n'y a pas qu'une voie royale. Il y a des circonstances dans la vie qui font pour lui que il va traquer ces gens-là, il va traquer quelqu'un, il va peut-être même torturer quelqu'un pour avoir des informations. Moi, je trouve que Hiver Rouge est un roman d'une fresque et d'un souffle un peu romanesque que j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup aimé parce que c'est aussi glaçant, on va dire, que ce que c'est, comment dire. En fait, on tremble avec lui parce qu'il y a toujours cette ombre de Gottschalk derrière lui et rien n'est plus effrayant qu'une ombre. Si vous voyez quelqu'un, machin, en face de vous qui arrive, vous avez peur, mais vous voyez qu'une ombre ou vous sentez une ombre, vous avez encore plus peur. Vous n'arrivez pas à identifier. Là, on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Et vraiment, j'ai plongé dans ces eaux troubles, mais avec un bonheur. Cette couleur, ces couleurs argentées, ces immensités. Enfin, vraiment, c'est un roman que je vous conseille si vous aimez. Alors attention, si vous aimez les fresques historiques hein, aussi, les fresques qui se passent en Russie dans les années 20. Quelquefois, il y a des très longs passages, il y a une longueur. Il y a une longueur. Ah, j'ai pas dit longueur, hein, j'ai dit longueur. Très agréable. Voilà, c'est cette espèce de longueur. Enfin, je sais pas, un peu comme un cocon hivernal ou un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Donc, Hiver Rouge d'Anne Smith, franchement, pour moi, il est à lire absolument. C'était tout pour la deuxième semaine parce que j'étais un peu. Voilà. Et puis en plus, c'est la semaine du 11 novembre. Donc voilà. Alors, troisième semaine, c'était le thème sur l'enfance. Voilà. Alors après 3 où j'ai dit waouh, j'ai dit bof. Voilà. J'ai dit ouais, pas mal, mais. Voilà. Et là, voilà.
Alors, celui-ci, c'est Donato Carisi, Le Chuchoteur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, parce que j'ai vu après, hein, bien sûr, après, je suis allée voir, il y a des propos aussi dithyrambiques que, en fait, il ne fait pas l'unanimité et il ne fait jamais dans la dentelle. Je m'explique. Ce livre-là, soit les gens l'aiment, soit les gens le détestent. Ou le détestent, en tous les cas, ne l'aiment pas. Euh, alors, l'intrigue est bien. Ces bras de petites filles qu'on retrouve, etc. Le personnage du professeur et de l'enquêtrice Mila sont agréables. Simplement, alors, voilà. Il me manque quelque chose. Alors, il y a du glauque. Hein, il y a du glauque. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il y a du glauque uniquement pour qu'il y ait du glauque. Enfin, c'est mon avis perso, hein, voilà. Contrairement à d'autres qui sont glauques ou qui ont un truc glauque, ben on se dit ah ouais là c'est justifié. Il y a des moments où là on se dit ah c'est justifié mais bon ouais. Et le problème c'est que enfin moi je suis arrivée à ne pas rentrer, enfin je suis pas arrivée à rentrer dans l'écriture de l'auteur, l'univers de l'auteur. Et à chaque fois, j'arrivais à lire, entre guillemets, entre les lignes, dans le sens où j'ai commencé à percevoir quels étaient le problème passé des deux personnages, c'est-à-dire le professeur et Mila, et à peu près le cheminement qu'ils allaient avoir. Et ça m'a complètement débarqué de l'histoire, enfin de pourquoi ces petites filles, on retrouve que leurs bras, et petit à petit, on les retrouve l'une après l'autre dans des conditions assez abominables. Et même si c'était une bonne lecture, même si l'intrigue se suit, même si y a quand même quelque chose qui est intelligent, je trouvais qu'il y avait des facilités, des évidences qui vous faisaient arriver à la fin et qui m'ont fait arriver à la fin des personnages en étant persuadée que c'était ce qui allait arriver. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais que ce n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Alors peut-être que j'en avais entendu trop de propos dithyrambiques ou que je m'attendais à quelque chose d'autre, hein, peut-être plus ça, mais je ne suis pas rentrée dedans. Je m'y suis pris des fois 2 fois pour relire des trucs parce que je trouvais qu'il y avait... Je me dis non, c'est trop stéréotypé, c'est moi qui ai mal... Non, non, il y a des stéréotypes et alors là... Alors, je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou si c'est dû vraiment au style de l'auteur, mais moi, je n'ai pas vraiment adhéré. Alors, je l'ai lu, hein, j'ai été contente de le lire, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui m'a poussé dans une addiction à tourner les pages. Voilà, je les ai lus, mais le soir, bon, je le lisais à la maison hein, parce que c'est un gros format. Le soir, j'arrivais pas en me disant, contrairement aux autres, en me disant ah bon, je vais lire avant de faire quoi que ce soit, ou dès que je suis en tenue de maison, je m'assois et je lis pendant 1 heure tranquille, etc. Non, en fait, je vaquais à mes occupations et après je me disais ah ouais, il faudrait que je lise quand même. Voilà. Et là, c'est très mauvais signe. Voilà. Donc c'était le chuchoteur de Donato Carisi. Je sais pas quoi vous en dire de plus parce qu'en fait, à part vous dire ouais, c'est bien, mais bof pour moi. Je lui trouve, j'ai pas, il n'y a pas de c'est pas un roman comme j'en ai présenté d'autres que vous verrez dans le bilan fin d'année ou les déceptions de l'année. C'est pas une déception. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai pas adhéré et que j'ai eu l'impression que c'était déjà du déjà vu pour moi. Et donc là, ça n'a pas passé pour le chuchoteur de Donato Carisi. Désolée, Perrine, si tu passes par là. Je sais que tu l'aimes bien. Et la dernière semaine, donc j'ai fini hier. En fait, non, j'ai fini samedi soir, pour être précise, puisque je tourne dimanche 29. Vous la voyez le 30. Donc, oui, j'ai fini samedi soir, juste après le match de Liverpool et entre le match de la fin du match de Liverpool et les essais de Formule 1. Vous voyez comme je fonctionne bien. Enfin, bah oui, il y a des priorités dans la vie et les matchs de Liverpool sont des priorités. Ah, mais oui, oui, vous savez, vous avez une fan de foot qui sait lire et qui sait écrire. C'est con, mais ça existe, hein, je vous le dis. Donc, la dernière semaine, c'était le roman historique. Et j'avais vu passer cet auteur et les différents tomes, il y en a 6. Je ne les avais pas vus lus parce que ça ne s'était pas présenté. Puis, à chaque fois que j'allais
Dans une librairie, j'y étais pas. Et puis les commander, ça avait l'air une fois, c'était un peu long, puis en commander qu'un. Et là, je les ai trouvés. Et puis j'attends vraiment de lire pour The Black November, sachant que là, maintenant que j'ai accroché là, je vais les lire en dehors. Et puis je connaissais pas cet auteur, enfin j'en avais jamais lu d'autres, puisqu'il a un autre nom, il s'appelle Paul Watkins, et c'est Sam Eastland dont je parle. Et donc j'ai acheté 2 tomes. Évidemment, comme d'habitude, voilà, il y en a un qui n'était pas disponible, donc on m'a donné le numéro 3. Donc moi j'ai lu le tome, le 1 et le 3, et pas le 2. Voilà. Non, mais je sais. Les séries, c'est compliqué pour moi. En fait, il faudrait que je commence une série, j'achète tous, même si je les aime pas, quitte à les donner après, parce que voilà, ce que je fais. Alors donc, je suis repartie en Russie. Entre l'Allemagne et la Russie, en fait, j'ai fait que ça. Donc, je suis partie sur la série de Sam Eastland qui s'appelle, alors le premier tome c'est celui-ci, c'est L'œil du tsar rouge, et ça c'est le 3, donc c'est Rouge Sibérie, au milieu il y a un cercueil rouge. Voilà. Et il y en a d'autres, il y en a 3 autres derrière, cercueil rouge je l'achèterai, et les 2 3 autres, donc il y en aura 4 d'autres derrière. On est en présence en fait, alors le premier, c'est 1929. On est donc en Russie. Ça se bataille toujours un peu en guerre civile en Russie. Hein, ça a duré presque une décennie. Et nous sommes en présence d'un prisonnier de goulag qu'on nous présente comme étant un ermite qui n'est là que pour mettre une trace sur les arbres, afin que ses autres collègues prisonniers puissent les abattre, puisque c'était la grande occupation. Hein. Autant faire mourir les gens de froid et de travail forcé, hein, on ne va pas s'emmerder. Donc, en gros, son job, c'est 6 mois de vie. Lui, il a tenu des années. Et on commence par voir cet homme en ermite dans la forêt, seul. On lui prête des trucs cannibales, etc. Et arrive un commissaire politique, un jeune frémoulu, Kirov, qui vient sur l'ordre de Staline récupérer ce prisonnier-là, pas un autre, lui. Et on découvre que en fait, ce prisonnier s'appelle Pekala, qu'il est d'origine finlandaise et qu'il était l'œil du tsar, en fait l'œil émeraude du tsar, c'est-à-dire son enquêteur principal, son plus proche inspecteur secret, qu'il avait une aura auprès de tout le monde comme étant le plus intègre, le plus intelligent, quelqu'un de humble, de simple, mais d'une redoutable efficacité, avec une réputation au-delà de tout entendement. Même Staline le rappelle, c'est dire. En fait, l'auteur va nous jeter sur l'enquête que Staline lui ordonne de faire en échange de sa sortie du goulag, c'est-à-dire aller récupérer en tous les cas les corps des Romanov, les identifier puisqu'il les connaissait bien, puisque c'était quand même celui qui était le plus proche du tsar, puisque c'était son collaborateur policier principal, et donc il côtoyait en cela la famille Romanov, et de bien identifier tout le monde et de bien comptabiliser tous les membres qui sont morts. Voilà. Et lors de cette comptabilisation, on va dire, eh bien, il manque une personne à l'appel, c'est le tsarevitch Alexis. Et en fait, Alexei est manquant, le tsarevitch, et Pekala est persuadé, en fait, dans son petit cœur, etc., il espère que c'est vrai, il espère qu'il a survécu, etc. Alors, l'auteur se base sur le mythe du fait que, et je dis historiquement et officiellement c'est faux, hein, mais le mythe a perduré des années 20, puisque le massacre s'est passé le 17 juillet 1918. Depuis début des années 20, quand a apparu cette jeune femme qui pensait qu'elle était la grande duchesse Anastasia, et ça a perduré pendant des décennies, jusqu'à ce qu'on retrouve tous les corps et qu'ils soient officiellement authentifiés, puisque ils ont des ramifications encore dans les familles royales d'Europe, hein, notamment avec le duc d'Édimbourg. Et il y a pas mal de choses comme ça qui se passent. C'est avec le duc d'Édimbourg, je ne sais plus. Je ne sais plus avec lequel de la famille royale, il me semble que c'est le duc d'Édimbourg. Enfin bref, en tous les cas, l'ancêtre de la reine Elisabeth était
pratiquement le portrait craché du tsar Nicolas II. Il y avait quelques petites différences. Et un jour, vous voyez Georges, je ne me rappelle plus, 3, 4, 5. La fille qui ne se rappelle plus, je crois 3, je crois, ou 4. Enfin bref. Nicolas II, c'est du copier-coller. Mais vraiment, c'est impressionnant. Il y a quelques petites trucs, mais vous avez l'impression que c'est des frères jumeaux, alors que c'est des cousins. Voilà. Pécala va être mandaté pour ça et va chercher et va rechercher Alexei, etc. Donc, ce que j'aime chez l'auteur, c'est il s'est appuyé sur ce mythe-là pour pouvoir développer une intrigue qui met on va dire, qui met au défi le lecteur de chercher, de trouver, d'avoir l'apprenti. Alors, vous avez moi, je trouve que Pécala a un petit côté Sherlock Holmes. Il est très attachant. Encore un inspecteur qui me plaît. Hein, voilà. Ah bah oui, pas ma faute. Hein. Et je trouve que c'est vraiment formidablement bien foutu parce qu'il alterne. Alors, je voudrais vous montrer. Il alterne un chapitre dans le présent, un chapitre dans le passé. Et voilà, vous avez l'exemple type, c'est-à-dire vous avez le présent qui est en caractère normal et le caractère italique à côté, c'est le passé. C'est-à-dire que chapitre par chapitre, il vous explique le passé de Pécala, comment il s'est retrouvé là. Si c'est sur un espèce de cliffhanger, il vous explique comment il a pu, à l'époque, penser que ça pouvait être vrai ou faux. On déroule sa vie, il rencontre à un moment donné, alors plutôt dans celui-ci, parce que celui-ci se passe en 1939, et Staline n'a rien trouvé de mieux qu'après lui a fait enquêter sur les Romanov et la mort des Romanov, il lui fait enquêter sur celui-ci, sur l'or des Romanov, hein, qui a disparu et qui avait été caché par un de ses majors, et que évidemment Pécala avait connu, le tsar lui avait montré l'or, il le savait, il en avait discuté avec Raspoutine dans ce but-là, donc vous croisez des personnages historiques sur un fond d'histoire qui est vrai. Et du coup, il y a ce côté fiction qui ressort, mais toujours basé sur une histoire, on va dire, ces histoires, ces légendes urbaines qui persistent années et décennies après décennies. Celle-ci, c'est l'or des Romanov, du tsar qui aurait été caché quelque part par une légion tchèque qui l'aurait défendu contre les rouges, etc., qui aurait passé de main en main pour récupérer, pour sortir du territoire ou pas d'ailleurs. Voilà. Et alors, ce qui est toujours pareil, hein, il fonctionne toujours sur un chapitre en chapitre. Ce qui est formidable, et ça je tiens à le signaler parce que c'est ce que j'aime moi quand un auteur fait ça, je suis très chiante, hein, je vous le dis. Il y a un livre cet été qui s'est fait dégommer à cause de ça, à cause de ça pour moi, parce que j'ai trouvé que c'était incroyable que l'auteur, malgré le fait qu'elle avait prévenu, elle prévient dans la dernière phrase du dernier remerciement en disant qu'elle a pris des libertés avec l'histoire, mais pendant 650 pages, tout le monde peut croire que ce qu'elle écrit, c'est vrai. Et ça, c'est un truc, quand on s'appuie, on fait un roman historique, il faut vraiment, à un moment donné, prévenir le lecteur au début ou à la fin, en mettant un truc très clair, que c'est pas un roman historique basé sur tout. Voilà. Et lui, à la fin, à chaque fois, il vous donne la version de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que vous avez fini le roman, vous avez eu une histoire qui vous a plu ou pas, mais qui vous a plu pour moi. Et à la fin, il vous explique ce qui s'est passé. Alors, dans le premier, il vous explique vraiment ce qui s'est passé, le déroulement, le fil du déroulement de ce qui a amené la mort des Romanov et leur exécution et un peu le cafouillage qu'il y a eu à la tête de l'État. Et après, les années, c'est-à-dire l'arrivée de cette jeune femme qui pense être la grande duchesse, certains membres qui l'ont reconnue parce qu'ils ont sûrement voulu la reconnaître, et le fait qu'elle ait acquis une notoriété aux États-Unis, d'où certains films et d'où les dessins animés, Anastasia, etc., blablabla, parce que y a eu ce mythe et cette légende urbaine de dire que c'était la grande duchesse. Jusqu'au moment où effectivement il déroule date par date, jusqu'au moment où la famille Romanov
au complet a été retrouvé et a été reconnu comme étant véritablement ces gens-là et ont été inhumés ensemble en Russie sur leur terre, donc un peu honorés par la Russie de maintenant. Et pareil pour l'or, pareil, il explique ce qui s'est passé en Sibérie, la Légion tchèque, etc. Moi, je trouve que ça, c'est du travail d'auteur historique. Voilà. Donc, vous imaginez bien que ce genre de truc, bah, quand je lis un roman, un polar historique qui est bien foutu, dont l'inspecteur est super attachant, où c'est bien écrit, où on tourne les pages, où on a envie de savoir, où il y a un fond historique qui est vachement bien foutu, où même s'il y a des personnages qui n'existent pas, ils sont mêlés avec les grands et les petits personnages de l'histoire. Et donc, vous faites pas de différence parce que vous savez que c'est un roman, vous savez que c'est une fiction, mais vous savez qu'il y a, enfin, si vous êtes un petit peu intéressé par l'histoire, vous savez que c'est vrai. Il y a une grosse base de vrai. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà. Après, il y a des descriptions. Après, dans celui-ci, il y a les conditions de vie des déportés, des prisonniers dans les goulags. Alors, si vous n'avez jamais mis un pied dans l'univers des écrits qui ont été consacrés au goulag, alors le plus connu étant Solzhenitsyn, mais si vous n'avez jamais lu la journée d'Ivan Denisovitch ou Archipel du goulag ou Pavillon des cancéreux, enfin bref, ce que je me suis tapé et que j'aime, hein, attention, mais voilà, si vous ne connaissez pas ça et que vous n'avez pas envie de vous jeter dans ce bataille tout de suite, mais que vous voulez quand même savoir un peu, vous pouvez commencer par les romans historiques. Parce que là, c'est bien décrit, hein, les conditions effroyables, la façon dont on avait de les traiter, comment ils étaient habillés légèrement. Euh, voilà, la brutalité, la bestialité de ces lieux-là, etc. Franchement, c'est quelque chose qui peut vous ouvrir des portes pour des romans ou alors des écrits beaucoup plus historiques et beaucoup plus pointus. Voilà. Si après vous ne voulez pas continuer, libre à vous et c'est très bien. Mais voilà, ça c'est les deux que j'ai lus donc, de Sam Itzland, donc L'œil du tsar rouge et Rouge Sibérie. Donc c'est le 1 et le 3. Le 2 arrivera et les autres aussi parce que bah, j'ai beaucoup aimé. Alors, mon bilan de The Black November, on va dire que sur les 6 que j'ai lus, bah, il y en a 5 que j'ai vraiment bien aimé. Le 6e, mitigé. J'ai eu 2 presque coups de cœur, petits coups de cœur, dont un vraiment un peu petit coup de cœur avec Dan Smith et Hiver Rouge, et que je me suis trouvé une nouvelle passion russe. Mais une passion qui était déjà existante pour Gerhard. Hein, voilà. Donc, je vous les remontre. Donc, ça, vous les avez vus tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas faire trop bouger la caméra. Donato Carisi, le chuchoteur dans Dat Smith, Hiver Rouge, qui est vraiment un petit bijou, je trouve. Moeder Proie, que j'ai bien aimé aussi, et franchement, j'en lirai avec grand plaisir. Donc, cousinette, tu ramènes le bouquin quand tu veux. Et Volker Kutcher, La mort muette. Donc, dès que je récupère le poisson mouillé, et Goldstein, il est prévu pour janvier, parce que en décembre, vous allez voir le book haul là dans 2-3 jours, parce que je l'ai tourné. Il y a encore les citrouilles. Je vais mettre les décorations de Noël pour l'instant, mais je suis en pourparlers avec moi-même. Donc, ça peut prendre du temps. Ça peut atteindre le 10 ou le 15 décembre avec ces conneries de... Parce que j'ai commencé à faire la partie que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'une seule partie tout le temps. Il y en a qui me demandent « Ah, mais pourquoi tu ne fais pas des vlogs ?» Ah oui, alors ça, je fais une digression à la fin. Pourquoi je ne fais pas de vlog? Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Voilà, je fais des vlogs quand je sors de chez moi, quand je vais en salon du livre, vu qu'on n'y va plus, ou à quelque chose, une manifestation particulière. Vous montrer ce que je mange, le thé que je me prépare, comment je suis en pyjama quand je lis. Ouais, de temps en temps, vous voyez le Général Ox qui là, il fait nono. Hein. Alors lui, en mode... Il est en hiver, lui. Hein. Il est en mode je dors, machin. Enfin, non. Il dort la journée, il me réveille la nuit. Enfin, il dort pas la nuit, il vient me chercher. Il se dit, oh, tiens, alors il va foutre, on va jouer. Super. Il est malin. Il est très malin, ce général. C'est un peu dictateur, le général Ox aussi. Et non, mais vraiment.
Voilà, c'est pas mon habitude des masses de faire des vlogs. Donc, il y a toute une partie de mon habitat que vous ne connaissez pas et que vous ne verrez pas. Et, et là, c'est décoré. Voilà. Parce que j'essaye de faire un truc uniforme et là, je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, tant que ça ne sera pas bien fait là aussi, et puis là, tant que ça ne sera pas harmonieux de ce côté-là, je ne pourrais pas faire l'harmonie de l'autre côté. Non, la fille qui est vraiment débile. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous ne voyez plus trop les bouquins quand je décore. Ce que j'aimerais cette année, c'est avoir une décoration qu'on voit. Oui, j'ai mis des petites lampiotes là, vous voyez, ça clignote. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça change de couleur. Je crois. Oh, je vois. Donc, oui, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas une adepte des vlogs et peut-être que vous en verrez, mais qui n'auront aucun rapport avec mon environnement et ma vie de tous les jours. C'est pas passionnant en plus, hein, honnêtement. Donc, je pense pas que j'ai une vie si passionnante pour vous faire des vlogs. Voilà. Donc, ça, c'était toute la pile. Pour revenir au Black November, j'étais très contente de faire le Black November encore cette année. Je le ferai l'année prochaine avec grand plaisir. Merci, Madame Séverine, d'avoir fait encore ce Black November, parce que moi, à chaque fois, je lis des choses que je n'aurais pas lues dans l'année. Là, j'ai lu des choses qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup intéressée. Je vous dis, j'ai découvert Volker Kutcher comme auteur. Sam Island, sa série sur la Russie me plaît beaucoup. Dan Smith, je ne sais pas si j'en lirai un autre, mais celui-là, déjà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Moeder, c'est sûr que je relirai. Donc voilà, je trouve que c'est un bon bilan quand même, à part Donato Carisi, mais c'est un bon bilan parce que finalement, j'ai découvert des choses et je me suis attachée à des personnages. Et quoi de plus intéressant quand vous lisez de vous attacher à des personnages. Voilà. Je pars avec Karen Hart et Pekala sur mon cœur. Ça s'améliore pas. C'est Daliran Richard qui va être qui va être ouais, il va peut-être être jaloux en fait parce que bon, comme Tony Cavano a pas l'air de vouloir sortir un autre bouquin, peut-être que je vais rester juste avec Aaron Hart et Pekala, quoi. Bon, ça me suffit, hein, vous direz, les jolis garçons ça court les rues dans les romans, bien sûr. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, donc je vous ai dit, c'est le book haul. Il y a 5 bouquins dans ce book haul, je crois, ou 4, je ne sais plus, 4, sachant que j'en ai acheté un autre. Voilà, je vous l'annonce, il s'appelle C'est l'homme en rouge de Julian Barnes. Je l'ai acheté parce qu'en fait, j'aime bien Julian Barnes et j'avais vu qu'il avait sorti un truc en septembre. Je n'avais pas eu l'occasion de l'acheter et puis là, ma librairie l'avait, donc je leur ai dit, bon, gardez-moi tout ça, quand vous rouvrez, je vais le chercher. Donc je vais aller le chercher dans la semaine, donc je n'aurai pas le temps puisque je vais tourner sûrement le book haul demain ou peut-être ouais, demain. Donc voilà, vous l'aurez sûrement le 3. Après, il y a un tag, il y a le tag que Séverine a fait pour Mappil et moi, ça c'est sûr. Et il y a les items. Oui, ils sont là. Voilà, voilà. Et après le top 10, il y a un top 10 qui est spécial des livres d'enfance que j'aime lire quand je suis en décembre. Donc, ils seront pas dans mon book haul, mais c'est des trucs que j'aime bien prendre comme ça et là, j'en lis une page ou deux. Voilà, je fais un peu la débile à Noël, de toute façon. Et puis, de toute façon, je suis toujours nounouille, moi, en décembre. Donc, voilà, c'est comme ça. Allez, bonne lecture. Si vous avez fini le Black November, dites-moi ce que vous avez lu, pas lu. Est-ce que vous en avez lu des comme ça? Est-ce qu'il y en a qui vous tentent? Et sinon, je remercie ceux qui ont fait une lecture commune avec moi du site, du groupe Facebook The Black November pour le chichoteur, parce qu'on a vu des avis un peu divers et c'était assez rigolo de faire ça parce que voilà, moi j'aime bien faire des lectures communes parce que c'est drôle de discuter de romans avec des gens que vous ne connaissez pas et en plus et qui vous donnent une autre éclairage de ce que vous auriez pu aimer ou pas aimer. Voilà. Allez, bonne semaine, enfin semaine non parce que vous allez voir le book haul, donc non, bon quelques jours, bon début de semaine. On se retrouve le 3 décembre, ce qui passera le 3 décembre. J'espère que d'ici là, vous vous portez bien. Faites attention à vous. Essayez de ne pas trop faire des foufous pour pas qu'on soit confiné pile à Noël. Parce que honnêtement, manger un plat Picard, j'aime bien, mais seul, un plat Picard avec Zoom, je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal sur Terre.
Voilà. Allez, faites attention à vous d'ici là et puis à bientôt. Au revoir.